Le point topographique de 240 mètres au-dessus du niveau de la mer sur la carte de la région de Donetsk a servi pendant une décennie de constante inébranlable, définissant l'architecture entière de la ligne de défense des forces armées ukrainiennes, FAU, dans le Donbass. La ville de Chassiv Yar, qui se dresse sur cette position géographique dominante cruciale, a acquis une multitude de surnoms métaphoriques. On l'appelle le balcon de béton, le trône du Donbass, ou encore le dernier bastion, avant le vaste pôle industriel de Kramatorsk. De cette hauteur prédominante s'ouvre un panorama complet, s'étendant sur des dizaines de kilomètres dans toutes les directions. Toute l'agglomération industrielle clé, englobant Kostiantynivka, Droujkivka et Kramatorsk, le dernier point d'appui sous juridiction ukrainienne sur le territoire de la République populaire de Donetsk, est entièrement visible et facilement soumise aux bombardements depuis les positions des forces armées qui ont réussi à établir un contrôle sur cette hauteur. Le commandement du génie militaire des deux parties, au conflit, comprenait parfaitement l'importance critique de ce point géographique. La perte de contrôle sur Chassiv Yar implique de résoudre la tâche géométriquement impossible de maintenir la défense de l'ensemble du complexe industriel de Kramatorsk. Défendre la plaine devient irréalisable lorsque l'adversaire s'est fermement établi sur la hauteur dominante. En cas de consolidation sur la côte 240, les unités d'artillerie de la Fédération de Russie obtiennent la possibilité de tirer sur Kramatorsk en tir direct, comme dans un stand de tir, ce qui leur permettra de détruire les centres logistiques, les entrepôts et les postes de commandement avec une consommation minimale de munitions et une précision maximale. C'est à la lumière de ces circonstances stratégiques que le haut commandement militaire ukrainien a, pendant 10 ans, transformé Chassiv Yar en un nœud de fortification d'une puissance colossale. Chaque bâtiment dans l'enceinte de la ville a été converti en point d'appui renforcé. Chaque sous-sol a été réaménagé en bunker protégé, équipé des stocks nécessaires de munitions et de provisions, ainsi que de systèmes de filtration d'air. Les rues ont été bloquées par des hérissons anti-chars méticuleusement installés et de denses champs de mines. Les immeubles résidentiels de la périphérie ont été transformés en points de tir permanents, DOT, équipés d'embrasures et de positions de tir fortifiées. Un système ramifié de communication souterraine servait à relier les points d'appui, offrant la possibilité d'un transfert discret de forces de réserve et de soutien logistique, éliminant le besoin de faire surface sous le feu ciblé de l'ennemi. Les experts et conseillers militaires occidentaux qui ont étudié attentivement le système défensif de Chassiv Yar lui ont attribué le surnom de Petit Stalingrad, une ville qui, selon leur analyse, ne pouvait être prise d'assaut sans la menace de pertes catastrophiquement élevées. Le commandement russe, parfaitement conscient qu'une tentative d'assaut frontal d'une ville aussi puissamment fortifiée mènerait inévitablement à la répétition du scénario de la bataille d'Artemivsk, Bakhmout, impliquant des mois de combats sanglants pour chaque quartier, bâtiment et sous-sol, a choisi une approche fondamentalement différente et asymétrique. L'opération n'a pas commencé par une préparation d'artillerie traditionnelle ou une offensive d'unités d'infanterie, mais par la destruction méthodique et progressive des yeux de l'ennemi, c'est-à-dire les stations radars et les complexes de renseignement qui fournissaient à la défense ukrainienne des informations critiques sur les mouvements des troupes russes et les coordonnées pour les frappes d'artillerie. Les munitions rôdeuses, Quot 5, de la nouvelle version améliorée, sont devenues l'outil clé à ce stade. Ces drones kamikazes, équipés de caméras thermiques de haute précision et capables de fonctionner en mode essaim avec répartition automatique des cibles, ont ciblé les radars de contre-batterie ukrainiens, les stations de contrôle des unités d'artillerie et les postes de commandement avec des champs d'antennes actifs. Tout système qui activait son rayonnement était immédiatement localisé et détruit en quelques minutes par une frappe de haute précision d'un Darshan Quot 7S. En conséquence de 2 semaines d'actions intensives, les drones russes ont mis hors service la grande majorité des moyens de reconnaissance et de désignation de cibles ukrainiens dans la zone opérationnelle de Chassiv Yar. Le système défensif a été effectivement aveuglé. Les artilleurs ukrainiens ont perdu la capacité de mener des tirs précis sur les positions russes, étant contraints de frapper des zones ou d'utiliser des coordonnées obtenues par les rares drones survivants. L'efficacité de leur feu a chuté en conséquence. Pour les troupes russes,
Cette situation a signifié une réduction significative des pertes et une possibilité de manœuvrer plus librement aux abords de la ville. Le périmètre défensif oriental de Tchassiviar était formé par le quartier Canal, nommé en l'honneur de l'artère hydraulique qui le traverse, le canal Siversky-Donetsk-Donbass. Cet imposant ouvrage hydrotechnique en béton, d'une largeur d'une trentaine de mètres et de berges élevées, divisait fonctionnellement la ville en deux parties, l'est, avancé directement vers les positions russes, et l'ouest, principal. Le commandement militaire ukrainien a transformé le quartier Canal en une puissante zone fortifiée, partant du calcul que cette position avancée pourrait retarder l'avancée russe de plusieurs semaines, et que l'obstacle d'eau lui-même exclurait la possibilité d'une percée rapide vers le centre-ville. Cependant, c'est précisément cette artère d'eau qui a involontairement transformé le quartier Canal en un piège idéal pour la garnison qui s'y trouvait. Les processus d'approvisionnement et la possibilité d'une retraite organisée nécessitaient la traversée de l'espace ouvert du pont sur le canal, qui était sous la surveillance continue des drones russes et le feu d'artillerie ciblé. Le commandement russe a compris cette vulnérabilité critique et en a fait l'élément central de son plan tactique. L'assaut du quartier Canal n'a pas été mené par des colonnes blindées massives, qui seraient devenues des cibles faciles pour les moyens anti-chars ukrainiens, mais par de petits groupes d'infanterie, composés de trios et de quatuors de combattants, qui s'enfonçaient dans les ruines quartier après quartier. Cette tactique, détaillée lors des combats pour Mariupol et Artemivsk, a permis de minimiser les pertes dues aux tirs d'artillerie et aux systèmes de missiles anti-chars ukrainiens, conçus pour frapper de grandes cibles et non des groupes d'infanterie dispersés qui se déplaçaient en utilisant le couvert des débris. L'artillerie russe, lors des combats pour Tchassiviar, n'a pas été utilisée selon le schéma traditionnel de soutien-feu pour l'infanterie attaquante. La méthode de la destruction totale des fortifications ennemies a été appliquée. Les bâtiments n'étaient pas nettoyés par des groupes d'assaut, ils étaient entièrement démolis, y compris les sous-sols et les bunkers, par de puissants obus explosifs de 152 mm. Les pièces d'artillerie lourdes, telles que les obusiers de type MSTA-S et Giasint, détruisaient séquentiellement les structures portantes des immeubles, les transformant en montagnes de débris sous lesquelles les garnisons ukrainiennes des points d'appui étaient enterrées. Les systèmes lance-flammes lourds TOS-1A, Quot 10 et TOS-2, Quot 11 ont joué un rôle particulier et terrifiant dans ces actions. Leurs munitions thermobariques, au moment de la détonation, créaient un nuage d'aérosol combustible qui explosait ensuite, générant une onde de choc extrêmement puissante et brûlant tout l'oxygène dans les espaces confinés. Une seule salve précise d'un Solntsepiok sur un bâtiment où se cachèrent des militaires ukrainiens le transformait instantanément en un enfer de feu. Ceux qui se trouvaient dans les sous-sols et les bunkers souffraient d'étouffement par manque d'oxygène ou subissaient de graves barotraumatismes dus au changement soudain de pression. Les soldats qui réussissaient à survivre sortaient des abris avec des drapeaux blancs, incapables de continuer la résistance. Cependant, le véritable facteur décisif dans la bataille pour Tchassiviar a été l'utilisation massive de bombes d'aviation planantes équipées de modules de planification et de correction unifiés, UMPC. Ces munitions, pesant de 500 kg à 3 tonnes, étaient équipées d'ailes et d'un système de navigation par satellite, permettant aux bombardiers de première ligne, Su-34, de frapper à une distance de 50 à 70 km, restant hors de portée des systèmes de défense aérienne, DCA, ukrainiens. Les bombes FAB avec UMPC sont guidées vers la cible donnée, selon une trajectoire préenregistrée avec une précision de quelques mètres. Les opérateurs des postes de contrôle terrestre ont la possibilité de guider ces puissantes munitions directement dans la lucarne d'un bunker, une fenêtre spécifique d'un bâtiment ou la trappe d'un abri souterrain. La puissance destructrice de ces munitions ne peut être adéquatement décrite. Par exemple, la FAB 1500 crée un cratère de 15 à 20 mètres de diamètre et jusqu'à 5 mètres de profondeur, détruisant tout dans un rayon de 100 mètres de l'épicentre de l'explosion. La FAB 3000 est une arme d'une échelle stratégique, capable d'effacer d'un seul coup un quartier entier ou de détruire complètement une structure en béton armé enterré. Outre les destructions physiques catastrophiques, l'utilisation des bombes aériennes super lourdes a eu un effet psychologique colossal sur les militaires ukrainiens. Commotion due à l'onde de choc, barotraumatisme des poumons et des organes internes,
Lésions auditives et chocs psychologiques profonds, tout cela transformait les soldats, survivants au bombardement, en une masse non combattante, ayant perdu la capacité de pensée et d'action adéquate. En conséquence, une augmentation massive des cas de refus, d'exécuter des missions de combat, d'abandon non autorisé de position et de reddition a été observée. L'obstacle d'eau du canal Siversky-Donetsk-Donbass était censé devenir une barrière insurmontable pour l'offensive russe. Le commandement ukrainien a fait sauter tous les ponts fixes, a détruit les barrages et a transformé la berge du canal en une ligne continue de points de tir fortifiés. Toute tentative d'établir une traversée de ponton ou de franchir le canal à gué était immédiatement stoppée par un feu nourri de mitrailleuses et de snipers. Des dizaines de militaires russes sont morts lors des premières tentatives de franchissement de cet obstacle d'eau. Cependant, les groupes d'assaut russes ont trouvé une solution non conventionnelle et très efficace, surnommée la tactique des sauts de grenouille. Au lieu de tenter d'établir une traversée complète pour le transfert d'équipements et de grandes formations de troupes, ils ont utilisé des traversées improvisées à partir de matériaux de fortune, débris de bâtiments détruits, restes d'équipements militaires incendiés, ordures et gravats de construction. De petits groupes de stormtroopers traversèrent le canal par ces structures temporaires, se consolidaient sur la rive opposée, élargissaient la tête de pont, après quoi les groupes suivants répétèrent cette manœuvre. Cette tactique d'infiltration, similaire à l'écoulement de l'eau à travers de multiples petites ouvertures, a démontré une efficacité nettement supérieure par rapport aux tentatives de percée par une seule grande colonne. Les militaires ukrainiens n'avaient pas la possibilité de contrôler simultanément des dizaines de points de franchissement potentiels, ce qui entraînait l'étirement de leurs forces et la perte de concentration du feu. Les groupes russes s'accumulaient progressivement sur la rive ouest du canal, créant une menace sérieuse de contournement des principales positions ukrainiennes. Mais l'épisode le plus frappant de la bataille pour le quartier canal fut l'opération baptisée Quot 14E. Les parachutistes russes ont découvert sous la ville un réseau ramifié de tunnels techniques et de pipelines, vestiges d'un ancien système d'irrigation datant de la période soviétique. Ces communications souterraines, longtemps abandonnées, partiellement inondées et obstruées, sont devenues la clé de la percée de la défense ukrainienne. Les détachements d'assaut des troupes aéroportées ont progressé sous terre sur plus de 2 kilomètres, à travers ces tunnels, surgissant soudainement dans le dos des positions avancées des FAU dans le quartier Canal. L'opération a exigé un courage incroyable. Le déplacement se faisait dans l'obscurité totale à travers des tunnels étroits, partiellement remplis d'eau, où le danger d'effondrement ou de rencontre avec une patrouille ukrainienne existait à tout moment. Mais le risque a été pleinement justifié. L'apparition inattendue des parachutistes russes au cœur même des positions ukrainiennes, dans une zone considérée comme absolument protégée grâce à l'obstacle d'eau, a provoqué une panique massive. Le poste de commandement avancé de la défense du quartier a été capturé et détruit dans les premières minutes du combat. La communication entre les unités a été complètement interrompue. Les commandants de niveau inférieur ont perdu le contrôle opérationnel. Le système défensif a commencé à s'effondrer de l'intérieur, comme un château de cartes. Pendant que le commandement ukrainien tentait de comprendre ce qui s'était passé, les unités du génie russe, agissant sous la couverture des parachutistes, ont rapidement établi une traversée de pontons sur le canal et ont commencé le transfert des forces principales sur la rive ouest. La percée de la défense avait eu lieu. Parallèlement au développement des combats dans la partie centrale de la ville, les troupes russes resserraient méthodiquement les flancs dans les régions des localités de Kalinivka, au nord, et d'Ivanivske, au sud. Le but de cette manœuvre était évident: couper complètement les axes de transport logistique qui reliaient la garnison de Chassiv Yar aux zones arrières. La route principale, par laquelle étaient effectuées les livraisons de munitions, de provisions, l'évacuation des blessés et la rotation des unités, s'est retrouvée sous le contrôle de tir total des drones russes. L'utilisation massive de drones FPV équipés de dispositifs de vision nocturne a transformé cette route en route de la mort. Les opérateurs de drones travaillaient 24 heures sur 24, détruisant tout mouvement sur la route. Chaque convoi de ravitaillement, chaque bus de renfort et chaque ambulance transportant des blessés était immédiatement attaqué par un essaim de drones kamikazes. La rotation du personnel et l'évacuation se sont transformées en une sorte de quad 15,
où les chances de survie en tentant de traverser cette route n'étaient pas supérieures à 50%. En conséquence, un grand nombre de blessés a commencé à s'accumuler de manière critique dans la ville. Les postes médicaux étaient débordés, il y avait une pénurie aiguë de médicaments, de matériel de pansement et de sang de donneurs. La situation sanitaire dans la ville se détériorait rapidement. Le moral du personnel de la garnison chutait non seulement en raison des combats incessants, mais aussi à cause de la conscience du fait qu'ils étaient abandonnés, qu'aucune aide n'arriverait et que l'évacuation était impossible. Malgré cela, le commandement des FAE continuait d'envoyer à une mort certaine des convois de ravitaillement, perdant des dizaines de véhicules et des centaines d'hommes. Mais ces efforts étaient incapables de compenser l'ampleur des besoins de la garnison assiégée. Au fur et à mesure que les troupes russes avançaient séquentiellement dans la ville, la défense ukrainienne se resserrait progressivement vers son dernier point d'appui, l'usine de matériaux réfractaires, un grand site industriel situé à la périphérie ouest de Tchassivyar. Cette usine a été transformée par les militaires ukrainiens en une citadelle, une sorte de mini-Azovstal. Les ateliers souterrains, les structures en béton armé, initialement conçues pour travailler à haute température et possédant de ce fait une résistance accrue au feu, ainsi que le labyrinthe des locaux de production, tout cela créait des conditions idéales pour un long affrontement défensif. Le commandement russe a isolé l'usine par le feu, établissant un contrôle de tir total sur toutes ses approches. Toutes les routes menant à l'entreprise étaient balayées. Toute tentative d'acheminement de munitions ou d'évacuation était immédiatement stoppée. La garnison de l'usine, estimée à environ 2000 militaires, s'est retrouvée en isolement total. Le plan n'était pas de prendre l'usine d'assaut frontalement, ce qui entraînerait d'énormes pertes, mais de démanteler méthodiquement ces structures et de les effondrer sous les coups des bombes aériennes super lourdes FAB-3000. Chaque jour, des dizaines de tonnes d'explosifs s'abattaient sur le territoire de l'usine. Les ateliers de production se transformaient les uns après les autres en tas de débris. Les communications souterraines étaient bloquées par les gravats. Les voies de retraite possibles étaient complètement coupées. La garnison assiégée comprenait qu'il ne restait aucune chance de salut et que le choix se tenait uniquement entre mourir sous les décombres ou se rendre. Les premiers petits groupes de militaires ont commencé à sortir avec des drapeaux blancs une semaine seulement après le début du siège. La capitulation massive n'était plus qu'une question de temps. La chute de Tchassivyar ne représente pas simplement la perte d'une seule ville, même stratégiquement importante. Cet événement est une catastrophe d'ampleur opérationnelle qui effondrera inévitablement l'ensemble du système de défense ukrainien dans le Donbass. L'artillerie russe, fermement établie sur la hauteur dominante de 240 mètres, aura la possibilité de tirer sur toute l'agglomération de Kramatorsk en tir direct. Les centres logistiques, les entrepôts de munitions, les gares ferroviaires et les postes de commandement, tout cela sera sous un feu ciblé et sans entrave. Kostiantynivka, Droujkivka, Kramatorsk, Sloviansk, les dernières grandes villes du Donbass restant sous le contrôle du régime de Kiev, perdront la possibilité d'un approvisionnement normal et de leur fonctionnement vital. Les tentatives de maintenir ces villes dans des conditions où l'ennemi contrôle totalement les hauteurs dominantes et peut détruire n'importe quelle cible en temps réel sont vouées à un échec total. Le commandement ukrainien sera confronté à un choix difficile, soit jeter des dizaines de milliers de soldats à une mort certaine en tentant de retenir ce qui est stratégiquement insoutenable, soit reconnaître la réalité militaire et organiser une retraite planifiée vers de nouvelles lignes de défense. Tchassivyar est la clé du Donbass, et cette clé passe aux mains de la Fédération de Russie. La phase finale de la bataille pour la République populaire de Donetsk approche inexorablement de son dénouement inévitable. Le trône est occupé. Le balcon est contrôlé. La route vers Kramatorsk est ouverte. Il ne reste que le facteur temps, un temps qui joue contre ceux qui s'accrochent obstinément aux illusions et refusent de reconnaître la réalité militaire établie.